Bonjour, je m'appelle Stéphane Petrov et je suis anesthésiste réanimateur à la clinique Bizet à Paris. Sous le terme d'anesthésie, on entend en fait toutes les techniques nécessaires pour pratiquer une intervention chirurgicale sans douleur. L'anesthésie générale est un état comparable au sommeil dont on peut faire varier la profondeur en utilisant des médicaments ou des vapeurs de gaz anesthésiques. On est toujours dans une profondeur suffisante pour ne pas que les stimulations liées à la chirurgie provoquent un réveil anticipé. En fait, quand on pratique une anesthésie, ce n'est jamais une dose unique que l'on donne pour un temps déterminé comme on l'imagine quelquefois. En fait, l'anesthésie utilise des produits qui ont une très courte durée d'action, mais qu'on renouvelle au fur et à mesure de l'intervention pour maintenir le sommeil le temps nécessaire. En fait, aujourd'hui, quand on pratique une anesthésie, on le fait dans des conditions de sécurité optimales, c'est-à-dire qu'on utilise des éléments de surveillance pendant l'intervention, après l'intervention, de manière à dépister précocement la moindre anomalie et pouvoir ainsi la corriger. Donc concrètement, pendant l'intervention, on met en place tout un appareillage relativement sophistiqué pour surveiller le cœur, la tension, la respiration, s'assurer que tout fonctionne normalement. Et on a également aujourd'hui des éléments de surveillance de l'activité cérébrale qui nous permettent d'être sûrs que le cerveau dort suffisamment profondément au cours de l'intervention. Il faut savoir que l'anesthésie n'est pas un sommeil physiologique, bien évidemment. C'est un sommeil quand même beaucoup plus profond que le sommeil physiologique. Et de ce fait, le cerveau dort et les centres respiratoires dorment également. Ce qui veut dire qu'au cours de l'anesthésie, on est obligé de pratiquer une assistance respiratoire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apporter au patient de l'oxygène et on a besoin d'éliminer son gaz carbonique. Et cette assistance respiratoire peut se faire de deux manières, soit en pratiquant ce qu'on appelle l'intubation. L'intubation, ça consiste à introduire un tuyau au niveau de la trachée, et ce tuyau est ensuite relié à un appareil qu'on appelle le respirateur, et qui se charge de faire respirer le patient. La deuxième technique, un peu moins agressive, consiste à introduire dans le fond de la gorge un autre dispositif qu'on appelle un masque laryngé, qui se positionne uniquement au niveau de la gorge et qui ne pénètre pas dans la trachée. Et l'un ou l'autre permettent effectivement d'assurer une ventilation satisfaisante pendant l'intervention, ventilation que l'on contrôle bien sûr au cours de l'intervention pour s'assurer qu'elle est efficace et que le patient est bien oxygéné. Une fois l'intervention terminée, le patient quitte le bloc opératoire, accompagné par l'anesthésiste, jusqu'à la salle de réveil, qui est un espace attenant au bloc opératoire, dans lequel il sera surveillé. On surveille évidemment le cœur, on vérifie la tension, on surveille la respiration, l'oxygénation, on évalue également l'efficacité des calmants contre la douleur qui ont pu être injectés au cours de l'intervention chirurgicale et le cas échéant, on continue effectivement le traitement de la douleur de manière à ce que le patient quitte la salle de réveil réveillé, conscient, souriant. Alors aujourd'hui, on lutte beaucoup contre la déperdition thermique. On sait notamment que c'est une cause, c'est un risque de surinfection post-opératoire. Donc on a pour ça une technique de réchauffement très au point aujourd'hui qui consiste à installer sur la table d'opération un petit matelas qui est constitué en fait de deux feuilles de papier dans lequel va circuler de l'air chaud, dont on peut faire varier la température grâce à un thermostat. Et de cette manière, le patient est réchauffé par le matelas et le chirurgien n'est pas gêné parce qu'il peut avoir accès au site opératoire sans interface. Aujourd'hui, on a peu, en tout cas beaucoup moins de déperdition thermique qu'autrefois. Et pour des interventions qui sont longues, parce qu'il y a quelquefois des interventions qui durent plusieurs heures, et ben on arrive à, en salle de réveil avec des températures aux alentours de 36, ce qui est vraiment acceptable aujourd'hui. Alors les risques en anesthésie sont vraiment très faibles aujourd'hui. Il faut savoir que leur incidence a beaucoup diminué. Au cours de ces 20 dernières années, l'incidence du risque a été divisée par 10, alors que dans le même temps, le nombre d'anesthésies était multiplié par 2. Les conditions de surveillance dont on dispose aujourd'hui, que ce soit au bloc opératoire ou en salle de réveil, permettent justement de prévenir, de dépister rapidement toute anomalie et de pouvoir les traiter très rapidement. Les complications liées à l'anesthésie sont rarement graves. Elles régressent le plus souvent d'ailleurs spontanément sans traitement. Alors il peut s'agir d'une douleur ou d'une rougeur au point d'injection, il peut s'agir d'un enrouement transitoire en post-opératoire, il peut y avoir les nausées, il peut y avoir les vomissements.
Quelquefois, on peut avoir aussi un engourdissement qui est lié à une position un petit peu longue sur la table d'opération. Des traumatismes dentaires sont également possibles lors de la mise en place de dispositifs dans la bouche pour pratiquer une assistance respiratoire. Alors les complications graves engageant le pronostic vital sont vraiment exceptionnelles. Elles étaient de 350 pour 1 million d'anesthésies dans les années 70. Ce chiffre est passé à 35 dans les années 90 et aujourd'hui on l'estime inférieur à 10. Ce qui fait une incidence de complications graves engageant le pronostic vital d'environ 1 pour 100 000 ou 1 pour 140 000 en fonction des séries. Le point le plus important concerne les consignes de jeûne. Parce que lors de la déglutition, il y a une fermeture réflexe de l'orifice de la trachée pour éviter ce qu'on appelle les fausses routes, c'est-à-dire le passage des aliments dans la trachée. Et quand on est sous anesthésie, ce réflexe n'est pas aussi performant. Ce qui veut dire que si on arrive au bloc opératoire en ayant mangé et qu'il se produit un vomissement, et bien à ce moment-là, le contenu du bol alimentaire risque de passer dans les poumons. C'est tout le danger d'arriver au bloc opératoire sans être à jeun. Alors aujourd'hui, les consignes de jeûne ont beaucoup évolué quand même. C'est-à-dire qu'on considère qu'une abstinence alimentaire de 6 heures est suffisante pour que l'estomac soit vide. Ça concerne les aliments solides. Pour la boisson, on est plus tolérant et 2 heures suffisent pour éviter ce genre de problème. Peut-on garder son vernis à ongles au cours d'une intervention chirurgicale? Alors ça dépend de l'intervention chirurgicale. Si on fait une intervention évidemment au niveau de la main, pour des raisons d'asepsie, on enlèvera le vernis. Mais pour toutes les autres interventions chirurgicales, c'est parfaitement inutile. Cette rengaine date de la préhistoire de l'anesthésie. Parce qu'à l'époque où on n'avait aucun moyen de surveillance, les anesthésistes ou ceux qui pratiquaient l'anesthésie regardaient la coloration des ongles, parce que quand la coloration des ongles changeait, quand les ongles devenaient bleus, c'était généralement un signe de manque d'oxygène. Un signe un peu tardif, mais enfin à l'époque il y avait que ça. Aujourd'hui, heureusement, on n'en est plus là. On a des appareillages beaucoup plus sophistiqués qui permettent de mesurer l'oxygénation que l'on a dans le sang, quelle que soit la couleur de l'ongle, quelle que soit l'épaisseur de l'ongle, que ce soit naturel, que ce soit de la résine, ça ne change strictement rien. Le traitement de la douleur reste évidemment une préoccupation constante. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'anticipation qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la douleur s'installe pour la traiter. On procède pour ça de deux manières. La technique, je dirais, classique, qui consiste à injecter des produits contre la douleur dès la fin de l'intervention chirurgicale, de manière à ce que les calmants soient actifs au moment du réveil. Et une technique un peu plus innovante, qu'on pourrait baptiser analgésie loco-régionale, par exemple, qui consiste, à la fin de l'intervention chirurgicale, sous contrôle échographique, de pratiquer une infiltration au niveau de la zone opératoire d'un produit anesthésiant qui permet d'éviter que la douleur se réveille. Aujourd'hui, on peut dire qu'en post-opératoire immédiat, il peut y avoir une gêne, il peut y avoir un inconfort, mais il n'y aura pas de douleur lancinante, il n'y aura pas de douleur importante. Dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas, mais chaque fois que l'on marche, les muscles des jambes se contractent, et par définition, les muscles des jambes, en se contractant, massent les vaisseaux, et ça permet de chasser le sang des jambes vers le cœur. Et c'est comme ça que la circulation se fait. Quand on est au bloc opératoire et que l'on dort, les muscles des jambes dorment également. Et de ce fait, ils n'assument plus cette fonction. Ça signifie que le sang ne circule pas de la même manière. Donc le sang qui circule plus lentement a tendance à sédimenter, à cailloter, faire de thrombose, et c'est ça qu'on appelle la phlébite. Le risque de phlébite est, comme toujours, multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs personnels et il y a des facteurs liés à l'intervention, à la chirurgie. Les facteurs personnels, en général, on les connaît parce que ça fait partie des antécédents personnels ou familiaux de la patiente. C'est-à-dire une patiente qui a déjà eu une phlébite au décours d'une grossesse, au cours d'un voyage en avion, après une intervention chirurgicale, lors d'une fracture, on peut penser qu'elle est à risque d'en faire une nouvelle. C'est-à-dire que à partir du moment où, en post-opératoire, on ne peut pas se mobiliser, on ne peut pas bouger, et bien à ce moment-là, le sang ne circule pas de la même manière. Et le sang qui circule peu, on revient à l'explication précédente, sédimente, caillote, et à ce moment-là, on s'expose à un risque de phlébite. Il y a aussi la durée de l'intervention qu'il faut prendre en compte. Il y a la nature d'intervention, et il y a aussi la durée de l'intervention, parce qu'on sait que si plus l'intervention est longue, plus le risque de phlébite
augmente. L'obésité est aussi un facteur de risque de la phlébite. Donc il y a les facteurs personnels, les facteurs familiaux. L'obésité est un facteur de risque important. La prise de certains médicaments également, certaines hormones, notamment comme le tamoxifène, qui vaut mieux arrêter avant une intervention chirurgicale. Arrêter la pilule en l'absence d'antécédents personnels thromboemboliques. Donc il n'est pas utile à mon avis pour une chirurgie simple d'arrêter sa contraception orale. Le fait d'avoir ces règles au moment de l'intervention chirurgicale, pour le type d'intervention que nous pratiquons, n'a absolument aucune conséquence. La prévention des thromboses post-opératoires est en fait relativement simple aujourd'hui. Ça consiste à utiliser ce qu'on appelle des bas de contention. Donc les bas de contention, il faut absolument les mettre au moment où on arrive au bloc opératoire, parce qu'on est opéré avec les bas de contention. L'intérêt des bas de contention, c'est de maintenir pendant la durée de l'intervention une tension suffisante au niveau des jambes pour que le sang puisse circuler dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, on diminue drastiquement le risque de thrombophlébite post-opératoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est qu'en post-opératoire, il faut se mobiliser, il faut marcher, il faut se lever, il faut boire un peu plus que d'habitude, il faut bien s'hydrater. Et là, on diminue également le risque de thrombose. Et puis, pour les cas à risque, à ce moment-là, on peut utiliser un traitement médicamenteux pendant quelques jours post-opératoire. La chirurgie ambulatoire voit ses indications vraiment élargies de plus en plus, pour le bonheur des patients d'ailleurs le plus souvent. Hein. Donc pour pratiquer une intervention ambulatoire, il faut que la chirurgie ne soit pas trop lourde, il faut que l'anesthésie soit relativement légère également, mais les deux sont liés en général, hein, parce que l'anesthésie est toujours proportionnelle à l'agressivité chirurgicale, entre guillemets. Il faut qu'on puisse se lever, marcher, se déplacer, il faut qu'on puisse se réalimenter, et il faut que la chirurgie ne soit pas trop douloureuse. Une fois que ces éléments sont réunis, eh bien, on peut proposer une chirurgie ambulatoire à condition que les patients ne soient pas seuls chez eux dans les heures qui suivent, parce qu'on n'est pas à l'abri quelquefois d'un petit malaise, pas de complications graves, hein, mais un petit malaise qui pourrait affoler, et c'est toujours bien qu'il y ait un tiers pour tirer la sonnette d'alarme. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'élimination des produits d'anesthésie se fait de façon progressive. Et il faut attendre en général quelques heures pour voir leur effet totalement disparaître. Le fait de rester quelques heures en post-opératoire en surveillance, ça permet également d'assurer que les produits contre la douleur ont été efficaces, s'assurer de leur tolérance et vérifier également qu'il n'y a pas de complications chirurgicales. Donc la chirurgie ambulatoire est possible, il y a des règles assez simples, assez strictes aujourd'hui, mais on peut le faire dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Il ne faut pas oublier que quand on parle de chirurgie ambulatoire, ça sous-entend qu'on sort le jour même, évidemment si tout va bien. Il est toujours possible de garder les patients une nuit en observation s'ils ne se sentent pas suffisamment en forme pour sortir le jour même. Or, l'anesthésie itérative n'est plus un problème aujourd'hui parce que les produits qu'on utilise ne sont pas stockés dans l'organisme. Les produits s'éliminent, et ils s'éliminent même plutôt rapidement aujourd'hui. Hein. Les produits d'anesthésie qu'on utilise sont éliminés en quelques heures. Donc on peut très bien prévoir une seconde intervention chirurgicale, non pas quelques heures après, mais plusieurs jours après, si c'est nécessaire, ou plusieurs semaines après. Ce qui est important, je dirais, c'est de se remettre de la première intervention pour envisager la seconde. Ce n'est pas un problème d'anesthésie, c'est que il ne faut pas non plus sous-estimer le contre-coup d'une intervention chirurgicale. Il y a toujours un contre-coup à la fois physique et émotionnel qui fait qu'on est quand même fatigué en post-opératoire. Donc si on envisage une nouvelle intervention dans cette phase de fatigue, eh bien évidemment, la fatigue va se cumuler et on aura encore plus de mal à s'en remettre. Les neurones et l'anesthésie, c'est une phobie. Hein, c'est une phobie. C'est-à-dire que l'anesthésie n'est pas toxique pour les neurones. Hein. Alors on n'en aura pas plus, mais on n'en aura pas moins. C'est un vrai fantasme, hein. C'est complètement faux. Il n'y a aucune raison, l'anesthésie n'est pas toxique. On peut avoir des petits troubles de l'attention en post-opératoire immédiat, on peut avoir des petits troubles de la mémoire dans les heures qui suivent l'intervention chirurgicale, mais ça régresse sans séquelles. De la même manière, quand on est fatigué, quelquefois, on a mal dormi, on peut aussi avoir des petits troubles amnésiques, ce n'est pas pour autant qu'on est gâteux. Donc l'anesthésie ne rend pas gâteux.